Le 9 août dernier, au Tchad, une page marquante s'est écrite dans l'histoire politique récente de ce pays. Dans une salle d'audience où le verdict ne faisait plus beaucoup de doute, l'ancien Premier ministre et opposant Succès Masra a été condamné à 20 ans de prison. Le chef du parti Les Transformateurs, qui incarnait l'espoir d'une jeunesse avide de changement, est désormais présenté par le pouvoir comme l'instigateur d'un massacre, celui de Mandakao, survenu lors des manifestations d'octobre 2022 réprimées dans le sang. Pour nombre de ses soutiens, ce procès n'est rien d'autre qu'un simulacre de justice et derrière l'accusation se dessine une stratégie bien plus vaste, éliminer toute voix discordante et verrouiller l'espace politique. Écoutons les avocats de Succès Masra et des autres accusés. Nous venons de constater avec consternation que la justice n'a pas eu le courage de s'affirmer. Elle n'a pas eu le courage de démontrer son indépendance en tant que pouvoir, mais qu'elle est à la solde des gens qui pensent pouvoir l'utiliser. Nous avons démontré devant la Cour qu'il n'y a rien qui peut les amener à prendre une telle décision. Je prends simplement un exemple. L'événement a eu lieu à Mandakao, mais tous ceux qui ont été arrêtés, c'est quelques jours après l'événement, et on est allé de maison en maison pour les arrêter. Mais on ne fait pas la preuve de ce que ceux-là ont participé à cet événement. Et en filigrane de ce procès très médiatisé, le pouvoir politique, lui, reste très loin de cette actualité prégnante. Le pouvoir qui se rapproche de plus en plus de l'AES, Alliance des États du Sahel. On en parle avec Makaïla Gebla, journaliste et blogueur tchadien en exil. Bonjour Makaïla Gebla. Bonjour Fabrice, merci de m'avoir invité à votre émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que vous retenez de ce procès de Succès Masra? Est-ce qu'il était équitable et est-ce qu'on peut parler effectivement d'une décision politique orientée? D'abord, merci. Effectivement, moi je suis un observateur averti de la scène politique tchadienne depuis une dizaine d'années. Ancien conseiller, je le rappelle, justement, du président de la République. Donc merci d'avoir précisé. Donc conseiller aux droits humains, donc du coup je suis beaucoup plutôt pointu pour connaître en profondeur les systèmes en place. Et donc cette décision est une fois de plus unique et confirme effectivement notre position en tant qu'acteur de la vie politique tchadienne depuis un certain temps, et surtout pendant la transition où j'ai occupé le poste de conseiller aux droits de l'homme, mais en suivant de près cette transition qui est d'abord ensanglantée. Il faut le dire que la justice tchadienne a été toujours inféodée à l'exécutif, ce qui explique que le président de la République lui-même et le gouvernement tchadien en général a le contrôle total de l'appareil judiciaire tchadien, et donc on élimine des opposants les plus gênants, donc Succès Masra en fait partie. Comment comprendre que des audios datant de 2023, alors que M. Succès Masra, qui était aussi effectivement à l'origine d'un accord de paix signé à Kinshasa, qui est censé l'absoudre de toute poursuite, donc il a bénéficié d'une amnistie qui devait l'épargner effectivement des poursuites du gouvernement tchadien, alors cet accord de Kinshasa n'a plus son sens, étant donné que Succès Masra est rentré au Tchad, il a accompagné la situation, il a reconnu les conclusions du dialogue national inclusif, mais il a occupé aussi le poste de Premier ministre. Et donc, de notre point de vue, par le passé, Saleh Kebzabo, ancien Premier ministre, a également tenu des propos similaires comme celui de Succès Masra, parce qu'en fait, le conflit opposant la communauté de sa région et à des éleveurs et effectivement à des généraux avait suscité une réaction de Saleh Kebzabo sous Idriss Déby, mais il n'a pas été traduit en justice ni a été condamné. Donc nous autres, qui ne sommes pas ni des transformateurs, mais en tant qu'observateurs de la vie politique tchadienne, nous sommes indignés au même titre que les avocats de Succès Masra pour montrer à l'opinion internationale, je rentre de Genève et je rentre de Bruxelles, où j'ai porté effectivement la voix du peuple tchadien par rapport à ce procès, ces jugements, cette décision unique, unilatérale, qui ne prend pas en compte les avis des avocats de Succès Masra, mais également des défenseurs des droits de l'homme. Donc nous pensons que le but, c'était d'éliminer Succès Masra, de ne pas compétir à l'élection présidentielle de 2029. Donc Mohamed Idriss Déby est en train de balayer les terrains pour pouvoir se présenter à une élection où lui seul déterminera effectivement les résultats.
Succès Masra, il représentait réellement une menace. Vous pensez, il a été Premier ministre de Mahamat Idriss Déby. Est-ce que ce rapprochement initial ne lui a pas desservi quelque part? Mais vous posez une question légitime. Moi, j'étais à la conférence de Succès Masra à Sciences Po à Paris. Vous savez très bien, Succès Masra aussi un des anciens élèves étudiants de Sciences Po. Il était invité par ASPA, donc Association d'étudiants Sciences Po à Paris. Voilà. Et donc moi j'étais à la salle et des questions qui étaient posées à Succès Masra, effectivement, rejoignent votre question, votre interrogation. C'est que la plupart des étudiants reprochaient à Succès Masra d'avoir accompagné une transition, alors qu'ils critiquaient il y a quelques années ces mêmes régimes-là. Donc du coup, cela a desservi parce que l'opinion internationale et l'opinion africaine en général étaient surprises du fait que ce pouvoir qui ne bénéficie pas d'une certaine légitimité populaire, ce pouvoir qui est un régime militaire et aussi une dynastie, hein, vous savez, c'est une monarchie qui s'est imposée à la volonté du peuple tchadien, mais aussi contre la volonté de la communauté internationale. Donc Succès Masra a été quelque part piégé par le pouvoir de Mahamat Idriss Déby pour avoir accompagné, pour avoir accepté la main tendue, mais qui finalement a été jugé, a été d'abord kidnappé, jugé, condamné, contre effectivement la volonté du parti étranger. Mais effectivement, il représentait une voix quand même qui aspire à un changement. Parce que Succès Masra, il faut le dire, pendant la campagne, il a montré effectivement qu'il a une certaine popularité dans le sud du pays, mais également une popularité dans l'opinion tchadienne qui aspire à un changement. Donc cette condamnation visait clairement effectivement à l'éliminer de la course à la présidentielle prochaine. Mais pour nous autres, nous pensons qu'effectivement, dans un pays comme le Tchad où tout est verrouillé, l'espace de liberté civique et politique est complètement verrouillé, l'opposition n'a plus la capacité de se mobiliser dans la rue. La diaspora est la seule voix qui interpelle la communauté internationale. La distanciation entre le régime et la France montre à suffisance que le régime prend une autonomisation, mais un rapprochement également vers l'AES. Donc nous sommes en train de nous interroger jusqu'où Mahamat Idriss Déby pourra mener ces pays-là. Et donc, en tout cas, des voix s'élèvent, aussi bien à l'international, tout comme au niveau local, pour quand même décrire cette situation qui est intenable pour tout le monde. On peut imaginer un rebondissement pour Succès Masra. On sait qu'il avait entamé une grève de la faim, il me semble que c'était avant ce verdict, donc c'était prévisible peut-être pour lui qu'une condamnation lourde certainement arrivait. Est-ce qu'il y a potentiellement l'idée d'une grâce présidentielle qui pourrait le sauver pour quelque part aussi aider à redorer l'image? On sait que Mahamat Idriss Déby prend des décisions assez populistes, du moins dans le sens d'une communication vis-à-vis des Tchadiens. Est-ce que passer pour le sauveur, le héros qui gracierait son opposant serait envisageable? Nous pensons effectivement que le 11 août, où le Tchad célébrait la fête de l'indépendance, on a cru que Mahamat Idriss Déby allait prendre ces décisions courageuses de gracier Succès Masra et donc de le remettre effectivement dans la course, dans l'arène politique tchadienne. Il n'a pas gracié non plus Idriss Souboui. Vous savez très bien, Idriss Souboui, c'était l'ancien directeur de cabinet du président Mahamat Idriss Déby, qui sont proches, mais qui n'a pas été gracié. Et donc, le fait qu'il de ne pas vouloir gracier Succès Masra s'inscrit dans la droite ligne, effectivement, de la persécution dont Succès Masra subit, et aussi la volonté de Mahamat Idriss Déby de contrôler totalement l'espace civique, l'arène politique tchadienne, la sphère politique tchadienne, afin qu'il puisse être le maître absolu. Donc aujourd'hui, nous avons constaté malheureusement dans ces pays qu'il y a une tradition effectivement de répression. Le seul projet que Mahamat a, c'est le projet de réprimer la population et de le faire étouffer. Nous avons l'impression d'être quand même en Corée du Nord, parce qu'effectivement, dans ces pays-là, il n'y a aucune possibilité pour les voix discordantes. La société civile, des journalistes sont arrêtés, tout le monde est réprimé, tout le monde est étouffé. Et donc, nous pensons que si Mahamat Idriss Déby avait la volonté, effectivement, que Succès Masra joue un rôle important comme acteur politique, il aurait dû prendre ses décisions. Mais le 11 août, il ne l'a pas fait. Donc, nous pensons que l'ère est de plus en plus grave. L'espace des libertés civiques et politiques s'est rétréci sur l'opposition démocratique. Le MPS reste le seul parti unique, avec une pensée unique. Donc c'est un régime d'exception qui nous rappelle le potentat africain des années 90. Donc nous sommes dans une phase extrêmement grave. Je vous ai dit tout à l'heure, je rentre d'une réunion au Quai d'Orsay. Et c'est pour vous dire qu'effectivement, nous continuons à faire ce travail de plaidoyer pour le Tchad, pour l'Afrique, mais également pour l'Afrique centrale. Vous savez, la situation dans ces pays, il y a difficulté d'alternance politique. Donc quand il y a difficulté d'alternance, il faut penser effectivement à une option de changement. Et l'option de changement peut prendre tous les formats. Format de lutte armée, format effectivement pacifique, des mobilisations pacifiques, donc de soulèvement populaire. Mais face à ces soulèvements populaires, il faut s'entendre à une armée clanique répressive. Donc en tout cas, la situation du Tchad est extrêmement grave
Et dans les prochains jours, je vous demande effectivement de monitorer et de suivre de près cette situation. Il y a clairement un instinct de conservation absolue du pouvoir dans ce pays. Mahamat Idriss Déby, dès son arrivée, a montré qu'il resterait pour longtemps, malgré le grand dialogue national qui avait été organisé, mais en soi qui n'était que la façade d'une difficulté à dialoguer avec l'opposition. Quel est le style de gouvernance de ce jeune président aux méthodes malheureusement anciennes? Vous avez parlé d'un mot très important, c'est la façade. Effectivement, nous avons assisté à un dialogue de façade, un monologue. Moi-même qui suis en France, je suis parti au Tchad dans le cadre de cette main tendue, mais on s'est vu piéger. Je suis la seule personne qui avait eu le réflexe et la présence d'esprit de repartir encore en France pour mobiliser mon réseau et effectivement mobiliser la communauté internationale. Donc on a très tôt compris que moi, le fait de vouloir prendre la promesse de faire les 18 mois de parti, il n'a pas fait. Le fait que le président de l'Union africaine, Moussa Faki, qui avait fait un discours très important lors de l'ouverture du dialogue national inclusif, a été sermonné par le pouvoir en place. Le fait que les conclusions du dialogue ne soient pas respectées et que ça ouvrait le boulevard à permettre à moi d'être candidat, à partir du moment où tout observateur de la vie politique tchadienne a compris effectivement que ce jeune président avait l'ambition de rester autant comme son père qui avait 30 ans. Sauf qu'aujourd'hui, les Tchadiens ont mûri. Les Tchadiens ont atteint un seuil de compréhension de la situation politique qu'ils ne vont pas accepter qu'il va s'imposer contre leur volonté. Et donc, justement, vous avez tout à fait raison. Rien ne présage que ce type pourra quand même quitter le pouvoir sans effectivement effusion de sang, malheureusement. La preuve, c'est que le 20 octobre, il a réprimé des populations, des manifestants. Des arrestations arbitraires se font en janvier 2024. Il a également aussi, en 2025, autant pour moi, il a également réprimé des gens qui ont été accusés de part ou d'une autre d'avoir voulu faire un coup d'État. Et donc, ils ont été réprimés dans le sang, 26 personnes mortes, tuées par la garde présidentielle. Et donc, à l'heure où je suis en train de vous parler ce matin, il y a quelqu'un qui a été abattu par la garde présidentielle, devant le palais présidentiel. Et donc, face à une telle situation, effectivement, assez gravissime, et une tendance souvent répressive, une tendance où le pouvoir est conservé par un clan, par une minorité ou une minorité qui est prédatrice aussi des ressources du pays. Donc nous sommes en train de nous interroger jusqu'à quand Mohamed Idriss Déby pourra-t-il conduire ces pays-là, les destins de ces pays de cette manière. On ne peut pas avoir le seul projet qui est le projet de répression. Il fallait plutôt penser effectivement à la démocratie, à l'état de droit. Or, ce n'est pas sa vocation. Donc nous sommes en train de nous interroger comment ces pays-là peuvent s'en sortir parce que de plus en plus, on sent effectivement que les Tchadiens s'exilent. On sent que l'opposition est complètement étouffée. On sent également que la société civile n'a plus sa capacité de s'exprimer dans un pays. On sent que les journalistes aussi sont persécutés. Et donc, tout le monde doit se ranger ou bien s'agenouiller devant les régimes en place. Et donc là, je pense que l'heure est extrêmement grave. Les partenaires internationaux sont aussi découragés du système en place. La preuve, c'est que des organisations internationales rasent le mur en N'Djamena. Et là, je pèse mon mot et je dis ce que je pense. C'est pour vous dire qu'effectivement, personne n'est épargné au Tchad. Dans quel état d'esprit se trouve aujourd'hui la population tchadienne après cette condamnation? Quel est le pouls de cette population? Est-ce qu'elle est révoltée? Est-ce qu'elle est résignée? Que se passe-t-il au Tchad? Moi, je voudrais exprimer une pensée particulière à la famille de M. Succès Masra, sa fille qui est à Abidjan, sa femme aussi qui est aussi à Abidjan. Et exprimer également une pensée solidaire au parti Les Transformateurs qui, effectivement, après de Succès Masra, qui sont mobilisés pendant pratiquement 2 mois. 2 mois de mobilisation sans arrêt pour appeler la communauté internationale, mais également appeler la justice tchadienne à prendre une décision courageuse. Ça n'a pas été le cas. Le peuple tchadien dans son ensemble est démotivé, démoralisé, étant donné qu'ils ont su désormais que la justice est instrumentalisée par un pouvoir en place qui fait de cette justice tchadienne ce qu'il en veut. Et donc, le moral est au plus bas. Le moral de l'opinion publique et de l'opinion en général est au plus bas. Et puis, le fait que nous essayons d'interpeller la communauté internationale, donc représentée au Tchad, je parle de l'ambassade de France, je parle de l'ambassade des États-Unis, je parle de l'Union européenne. Toutes ces institutions sont représentées au Tchad, mais toutes ces institutions n'ont rien dit, mon cher ami Fabrice. Je rentre de Bruxelles, je vous ai dit, je rentre de Bruxelles où la question a été soulevée. Je suis parti à Genève, au Haut-Commissariat des droits de l'homme, pour soulever effectivement cette question, le silence d'une partie de la communauté internationale sur les dérives autocratiques du pouvoir. Et donc, moi, j'exige à ce que la communauté internationale soit exigeante vis-à-vis du pouvoir en place. Exigeante en ce sens qu'il faut
que l'aide publique au développement soit conditionnée par le respect des droits de l'homme. Le respect également d'un espace civique et politique épanoui pour tout le monde, y compris les partis au pouvoir. Or, on a l'impression que le Tchad est considéré du point de vue de la communauté internationale comme un acteur influent dans la lutte contre le terrorisme. Or, nous disons à la communauté internationale, mais cela ne peut pas aller de perte en profit pour le peuple tchadien. Les gens nous disent à Genève, à Bruxelles, un peu partout, même à Paris, que non, si le Tchad bascule, ça c'est 16 pays dans la sous-région. Mais nous, nous disons que non. Si cet état de fait continue, ça va effectivement créer une certaine instabilité. Et si le régime partira, ça va être difficile pour la communauté internationale d'avoir un pays stable. Et donc, nous portons un discours vraiment cohérent avec nous-mêmes parce que nous partons du fait que la communauté internationale a des règles. Et ces règles, elle doit elle-même les respecter pour que ces pays comme le Tchad ou bien d'autres pays dans la sous-région puissent vivre dans la stabilité, la paix, l'état des droits et la bonne gouvernance. Ça, c'est des éléments fondamentaux que la communauté internationale a fait, a inscrit comme prioritaire dans son agenda. Or, ce discours va continuer. Nous allons essayer de faire comprendre à l'opinion internationale que le Tchad ne peut pas continuer à être un verrou absolu en termes de respect des droits de l'homme. Est-ce que vous voyez émerger de nouvelles figures capables de prendre le flambeau de Succès Masra si d'aventure il n'était plus capable pour les années à venir d'exercer convenablement son rôle d'opposant? Oui, la condamnation en elle-même, elle est lourde, Fabrice. C'est qu'une condamnation de 20 ans en fait, vous disqualifie et vous rend inéligible en principe, oui, constitutionnellement parlant. Sauf qu'au sein du Parti des transformateurs, il n'y a pas que Succès Masra. Il y a également, je pense, à Doulambaye, qui était un ancien ministre de l'Éducation nationale, et sous l'attention de Mamadi Déby, donc de Succès Masra, quand il était Premier ministre. Je parle également de Bedoumbra Cordier, ancien secrétaire général de la Banque africaine de développement, qui est également nommé aujourd'hui, qui a pris l'intérimaire de Succès Masra. Également, il y a une relève, comme vous savez très bien, le Parti des transformateurs, c'est un parti structuré. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle le parti à l'époque du PLD, un parti des intellectuels, donc le parti des Ibnour Mouassali. Donc, moi, je pense que les transformateurs aujourd'hui sont amputés par une voix, celle de Succès Masra, qui est un brillant acteur politique. Il est venu en 2018, il a capté toute l'attention de l'opinion nationale, mais également de l'opinion internationale. Ce qui explique effectivement l'engouement médiatique autour de Succès Masra, de sa personne. Quand il était interpellé, toute la presse du monde en a parlé. Sa condamnation a encore massivement. Donc je pense aussi que Bedoumbra Cordier, qui connaît les arcanes des institutions internationales pour avoir été à la BAD, mais également qui était ministre des Finances, mais également directeur de cabinet du président Idriss Déby. Donc, des figures comme ça peuvent émerger pour assurer la relève au sein du Parti des transformateurs. Maintenant, de manière globale, sur la scène politique tchadienne, il y a des figures qui émergent également. Je pense à Max Koumko, je pense à Nassour Koursami. Ça, c'est ce qui concerne l'opposition en général. Mais pour le cas précis des partis transformateurs, ils sont en train de se réorganiser leur staff, leur organigramme, pour mener ce combat-là. Je pense que d'ici là, peut-être aussi la communauté internationale ne pas être d'accord. Les avocats aussi de Succès Masra ne seront pas d'accord avec ces décisions. Donc, ils sont en train de mobiliser au plan international. Je pense au comité de droits de l'ONU qui va peut-être donner un mot, un avis sur ces jugements. Je pense également aussi à l'Union européenne qui est interpellée par ces avocats qui vont dès aujourd'hui, je pense, faire un plaidoyer à l'échelle internationale. Mais je pense aussi à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est aussi une structure très respectée et très sérieuse, qui ne vont pas rester silencieuses face à cette décision unique et unilatérale, une décision qui ne prend pas en compte effectivement l'aspiration d'un parti que les partis des transformateurs. Donc moi, je pense qu'en ce qui concerne la relève, elle peut être assurée par des acteurs, des membres du Parti des transformateurs, mais de manière globale, les transformateurs a pris un coup dur parce qu'en fait, condamné à 20 ans, quand même, c'est lourd. Ouais. Pendant ce temps, Mahamat Idriss Déby regarde du côté de l'AES. Il était en visite au Niger, on s'en souvient. Il y a un renforcement de la coopération, notamment énergétique, entre le Niger et le Tchad. Et plus globalement, il y a un véritable rapprochement qui s'effectue entre Mahamat Idriss Déby, entre le Tchad et ces pays de l'Alliance des États du Sahel. Comment analysez-vous ce rapprochement ? Vous savez très bien que ce rapprochement découle du fait qu'en janvier 2024, j'étais conseiller en poste au Tchad. Quand un de mes amis, un ministre qui est venu très tôt le matin, il me dit « Écoute, Makaïla, comment se fait que vous avez laissé le président aller à Moscou ?»
Et donc, à partir du moment où Mohamed Idriss Déby a décidé d'aller à Moscou, c'est un signal fort envoyé à la France, parce que la médiation pour libérer Bazoum n'a pas abouti. Et donc, il a vu écoutez, la Russie était je sais pas, appréciée par un certain nombre de pays d'acteurs, donc le Mali, le Burkina, etc. Donc, il a voulu s'échapper du camp occidental pour aller vers Moscou. Maintenant, c'est que le deuxième élément avec ces rapprochements est prouvé, c'est que Mohamed Idriss Déby a multiplié des sorties, des voyages vers le Burkina. Il a également multiplié des voyages vers Niamey. Sauf que l'AES, au sein de l'AES, ils ont un peu des observations, ou bien des limites par rapport effectivement à l'adhésion du Tchad au sein de cet espace-là. Ils ont soupçonné un peu le président tchadien de ne pas être très clair, de ne pas être effectivement panafricaniste, parce que leur vocation là-bas, c'est plutôt une vocation panafricaniste. Et donc pour eux, intégrer quelqu'un dont la vocation est un peu suspecte, ils ont observé. Maintenant, vous avez évoqué quelque chose d'important, c'est les partenariats énergétiques. Or, on a l'impression que ces partenariats qui étaient évoqués par la presse internationale et par le Tchad est un trompe-œil. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a également, vous savez très bien que le nord du Tchad regorge de mouvements armés tchadiens, notamment le Front pour l'alternance et la concorde du Tchad, qui serait à l'origine de la mort de Déby. Ces fronts sont en train de se réorganiser. Et donc, certainement, le premier passage était le Niger pour attaquer le Tchad. Et donc, Mohamed Idriss Déby a pensé de se rapprocher également de Niamey pour contrecarrer effectivement la descente éventuelle de ce groupe rebelle tchadien. Et donc, le rapprochement avec l'AES est d'abord à connotation géostratégique, géopolitique, mais également sécuritaire, parce qu'il voulait effectivement développer un partenariat bilatéral entre le Niger et le Tchad en vue de contrecarrer le mouvement djihadiste qui est Boko Haram. Or, il semble qu'aujourd'hui, on ne peut pas intégrer l'AES sans l'avis du Mali. Et donc, depuis un certain temps, les Maliens sont restés silencieux, malgré que le Tchad a apporté un soutien important au Mali dans les années 2012, lorsque le Nord était envahi. Sauf que les nouvelles autorités maliennes émettent un peu de réserve par rapport à l'intégration du Tchad au sein de l'AES. Et puis, nous pensons que le Tchad, pays d'Afrique centrale, même si on est à cheval entre l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb, et en même temps avec l'Afrique centrale par la Centrafrique, et de l'autre côté avec le Soudan, sauf que le Tchad ne semble pas remplir les conditions ou les conditionnalités d'appartenir à un espace comme l'AES. Il y a aussi l'ancienne proximité entre le Tchad et la France qui fait peur du côté de l'AES. On sait que le fait que Mohamed Idriss Déby conteste les accords de défense avait beaucoup surpris, parce qu'on se disait qu'il y aurait un repli vers le Tchad des bases militaires françaises dans cette zone. C'est aussi cette proximité très forte par le passé et qui d'un coup a été rompue, qui fait toujours que la suspicion pèse autour du Tchad. Mais c'est une suspicion légitime du côté de l'AES, de l'Alliance des États du Sahel. Vous savez très bien qu'on reprochait au Tchad, et surtout au régime d'Idriss Déby depuis un certain temps, sa proximité avec la France. La France a défendu le régime du père de 2006, 2008, 2019 et jusqu'en 2021, jusqu'à la mort de Déby. Et donc l'opinion africaine et l'opinion tchadienne en général reprochaient à la France effectivement son apport total à ces régimes familiales, claniques, etc. Maintenant, c'est que vous avez évoqué quelque chose d'assez important, c'est que Déby meurt dans des conditions suspectes. Son fils prend les choses, il rompt les relations de coopération militaire avec la France. Cette rupture a brutalisé les Français. Ils ne s'attendaient pas. Vous savez très bien que les Français ont quitté le Mali, ils ont quitté le Burkina, ils ont quitté le Niger. Et moi, je parle en tant que témoin parce que l'arrivée en masse des troupes françaises avec des armes lourdes depuis Niamey jusqu'à N'Djamena, et au bout de à peine 6 mois, arrivé le Tchad qui, à la surprise générale, le ministre Jean-Noël Barrot, qui se rendait, était en tournée, à sa première tournée, ce qui bouleverse les gens, c'est que c'est à la première tournée, la première visite en Afrique, et c'était au Tchad, alors que le Tchad avait donné sa garantie à la France à travers Jean Bockel, qui est l'envoyé spécial du président Macron, qui a dit « Écoutez, je fais une tournée, le Tchad ne demande pas le départ des troupes françaises ». Mais subitement, c'est ce même Tchad qui appelle à la rupture, mais également le départ des troupes françaises. Donc, effectivement, ça a été un choc du côté de Paris. Maintenant, c'est que les Nigériens, les Maliens et les Burkinabés observent avec attention. Pourquoi cette attitude? Donc, cette attitude, vous l'avez dit, suspecte, amène effectivement les gens de l'AES, tout comme les Français, d'observer ces rapprochements qui, pour eux, est bouleversant.
Donc moi, je pense que Maud Idriss, pour des raisons ou une autre, souhaiterait se rapprocher de l'AES pour consolider son pouvoir. Et donc s'il n'arrive pas à intégrer l'AES, ça veut dire que les Français vont aussi effectivement l'observer. Et donc c'est une situation de plus en plus compliquée pour lui. C'est un régime qui s'isole, qui s'enferme sur lui-même, s'isole par rapport à la communauté internationale, s'isole également parce qu'en fait, les portes de l'AES lui sont hermétiquement fermées. Et donc c'est un régime qui, à la longue, je pense qu'il risquerait de s'être étouffé lui-même. Merci beaucoup, Makaïla Gebla, d'avoir accepté notre invitation, journaliste et activiste tchadien. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Rendez-vous prochainement pour d'autres décryptages de l'actualité africaine.